Aujourd'hui, nous allons vous proposer une table ronde qui s'intitule « Nous venons en paix ». Et cette table ronde, en fait, eh bien, c'est évidemment, elle va tourner autour de l'histoire du premier contact, un incontournable donc des tropes de la science-fiction. Et puis, on va essayer évidemment de parler un petit peu des extraterrestres aussi, parce qu'après tout, on est là pour ça, hein, c'est quand même les utopiales. Eh bien, ces extraterrestres, en fait, pour nous, c'est un concept spéculatif qui désigne un être vivant qui provient d'ailleurs de la Terre. Donc, dans l'histoire de la science-fiction, effectivement, eh bien, il va naître, je dirais, dès le IIe siècle, donc dans des histoires vraies de Lucien de Samosate, et il est aujourd'hui l'objet d'une science, l'exobiologie. Alors, pour cette table ronde, nous allons effectivement parler de ce premier contact, et puis que la science-fiction va effectivement nous projeter soit dans un contact pacifique, soit dans un contact un petit peu plus conflictuel. Et pour ce faire, eh bien, nous allons avoir donc trois grandes intervenantes et intervenants. Donc, d'abord Nathalie Besson. Nathalie Besson, qui est physicienne au CEA, elle a participé au CERN à l'aventure donc du LHC. Peut-être qu'elle nous en parlera un tout petit peu après. Donc, l'accélérateur de particules qui a confirmé en 2012 l'existence du boson de Higgs. Et aujourd'hui, elle est chef du département de physique des particules de l'Institut de recherche pour les lois fondamentales de l'univers. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, elle a décidé de troquer le monde de l'infiniment petit pour étudier les ondes gravitationnelles. Audrey Plenay, alors Audrey Plenay, donc, qui aujourd'hui est une écrivaine de la science-fiction française et francophone. Après des titres autopubliés, son court roman Rossignol, qui est une fresque humaniste entre Ursula Le Guin et Ian Marchbanks, lauréat du prix Utopial 2023 l'année dernière, eh bien, marque un véritable tournant dans sa carrière. On va y revenir, Audrey, donc ensuite. Elle va remporter à 2 reprises le prix Rognier en 2020 et en 2023, mais elle est également novelliste. Et Laurent Jeunefort. Alors, est-ce qu'on présente encore Laurent? Oui, bien sûr. Donc, Laurent Jeunefort, auteur français de science-fiction, qui commence des études de droit, mais s'oriente très rapidement vers les lettres et passe une thèse de doctorat sur les livres univers de la science-fiction. Thèse absolument vraiment intéressante. Laurent Jeunefort a publié près d'une 40aine de romans et s'est vite fait remarquer pour son talent de créateur de monde et son intérêt marqué pour les concepts d'altérité et de différence que propose une civilisation extraterrestre. Et vous allez voir, il a beaucoup de choses à nous dire donc à ce sujet. Il a été lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire en 1995. Il obtient aussi un prix Rosny en 2002 et il a obtenu les plus grands prix littéraires, notamment avec ses romans Point chaud et L'Humaine. Alors, d'abord, une première question pour toutes et tous. En tant que scientifique, autrice et auteur de science-fiction, la possibilité d'une vie extraterrestre semble fascinante. Qu'aimeriez-vous en fait réellement rencontrer dans l'espace? Est-ce que vous pouvez citer pour le public des formes de vie imaginaires, littérature au cinéma, inspirantes ou terrifiantes? Parce qu'en fait, on parle beaucoup d'extraterrestres parce que pour l'instant, ça reste de la fiction. Mais si c'était réellement le cas, finalement, comment le ressentirions-nous? Audrey, peut-être? Alors, je ne sais pas ce qui serait plus terrifiant ou pas. Moi, il y a une forme un peu douce amère de rencontre. C'était un des premiers livres que j'avais lu de science-fiction et il m'avait beaucoup touchée parce que justement, c'était pas vraiment une forme de vie mauvaise ni bonne et ça avait été un peu une destruction mutuelle. C'était dans les Chroniques martiennes de Ray Bradbury où en fait... En plus, les Martiens n'ont rien demandé pour ce qu'on arrive, en fait. Et quand on arrive, ils se découvrent une télépathie qui va... ils découvrent qu'ils sont télépathes au contact des terriens qui arrivent. Et c'était très doux amer parce qu'au final, quand les terriens arrivent, donc c'est un fix-up, enfin je sais pas si on appelait ça comme ça à l'époque, mais c'est un fix-up de nouvelles. Et il y a une nouvelle où en fait quand les terriens arrivent sur Mars, comme ça fait un moment que les Martiens se sont découverts télépathes parce que les humains étaient en train d'arriver en vaisseaux spatiaux, et ben en fait ils leur font penser et par télépathie, ils leur mettent l'image mentale qu'ils retrouvent leur mort, qui retrouvent les membres de leur famille décédés. Et c'est très doux amer parce qu'au final, je trouvais que quelque part, il y avait un côté de... La grande réponse était là. C'est là qu'arrivent en fait les personnes qui meurent sur Terre. Et c'est ça qui est là. On dit qu'on va chercher Dieu en fait quand on se déplace, quand on essaie d'explorer le cosmos. Et là, c'était cette réponse-là. Et en même temps...
dans cette nouvelle-là, il y avait ce deuil à faire de non, finalement, c'est pas ça qu'on va trouver. On va trouver autre chose. On va trouver d'autres personnes. On se retrouve pas soi-même. On va trouver autre chose. Et là, on était sur une question d'altérité. Et puis bon, ça finissait pas super bien pour les humains une fois qu'ils réalisaient que c'était pas leurs défunts qu'ils retrouvaient, mais peut-être des personnes qui étaient un peu plus hostiles à l'arrivée des terriens sur Mars. Donc c'était cette première rencontre en littérature qui m'avait touchée. Alors, juste un mot très rapidement sur le Fix-Up. Le Fix-Up, en fait, c'est un ensemble de nouvelles qu'on va réunir à partir des années 1950 aux États-Unis, parce que avant il n'y avait pas de supports éditoriaux, donc toutes les nouvelles écrites dans le même univers, en fait, se transforment en romans. Et ça a été le cas, par exemple, pour Chroniques martiennes, mais aussi pour Demain les chiens, qui est un grand classique, entre autres, ou La faune de l'espace, donc de la science-fiction. Laurent ? Alors moi, je prends tous les aliens indifféremment. S'ils arrivent, je suis pas. Par contre, je serais peut-être un peu déçu si c'est un petit gris ou un petit homme vert. Je me dirais, tout un pan de ma culture va s'effondrer, quoi. En me disant, c'est peut-être plus intéressant que ça, un alien, en fait. Mais la première rencontre mémorable que j'ai faite dans la littérature de SF, c'était Et les Martiens invitèrent les hommes de Philippe Ebli, en bibliothèque verte, qui montrait des martiens très aliens, vraiment qu'on ne comprend pas, qui restent assez mystérieux jusqu'à la fin, très bizarre. En plus de ça, dans un environnement marécageux, etc. Enfin, c'est très intéressant. Là, on était vraiment plongé au cœur de l'altérité, de la vraie altérité. Et ils n'avaient pas grand-chose à voir avec nous, donc c'était très intéressant. Ça m'a tout de suite plongé dans un ailleurs. Et puis après j'ai lu Martien Gaume de Frédéric Braun, et là j'ai eu l'autre versant où tous les martiens s'appellent Toto, et ils pénètrent dans les maisons et ils foutent le boxon partout, et voilà. Donc c'est les deux versants, la version fable et la version scientifiquement possible, on va dire, pour l'époque. Alors moi j'ai essayé de réfléchir à des rencontres, et en fait j'ai trouvé des rencontres de 3 types, pas du 3e type, donc dès qu'il se passe bien, dès qu'il se passe mal et dès qu'il se passe pas. Et en fait, par exemple, une qui se passe bien, vous allez rire, c'est pas dans la science-fiction, c'est La Java martienne de Boris Vian. La Java martienne, ils sont amoureux, donc c'est un astronaute qui est amoureux d'une martienne. On a très peu d'indices sur la physionomie de la martienne, mais il évoque ses 3 grands yeux, il prend toutes ses mains dans les siennes. Donc on commence à avoir quelques indices, ça parle encore de yeux et de mains. Il y a une autre rencontre qui se passe, en fait on n'en sait pas la fin, et je vais essayer de rien vous dévoiler, parce que bon, c'est une nouvelle d'Asimov qui s'appelle À Jeunesse dans la voie martienne. Il y a 2 gamins, Carotte et Moustique, qui jouent dans un champ et qui trouvent un vaisseau qui s'est écrasé par terre. Et ce vaisseau est habité. Et voilà, je vous la laisse lire, je ne vous dis rien, mais c'est une rencontre... là, c'est pareil, on a très peu d'indices sur la physionomie des aliens. Et c'est une rencontre qui pourrait se passer bien ou mal. Mais moi, je pense, comme Laurent, que ce qui me fascinerait le plus, c'est quelque chose qui nous ressemble le moins. Alors, ma rencontre qui se passe mal, c'est avec des gens qui ont encore des yeux, une voix, etc. Et c'est ma préférée, c'est Mars Attack, où on voit que la communication est essentielle aux rencontres, parce qu'il y a un traducteur automatique qui traduit l'arrivée des Martiens par « nous venons en paix », juste avant que les Martiens désignent tout le monde à coups de rayon vert. Donc voilà. C'était très Frédéric Braun dans l'esprit, le truc de Tim Burton. C'était très brownien. Donc là, c'est vraiment une rencontre. Nous venons en paix, ça marche pas du tout. Et pour revenir à Asimov, quelque chose qui m'avait fasciné, que j'ai lu il y a très longtemps, c'est les dieux eux-mêmes, où là, on rencontre des extraterrestres qui sont même jusqu'à être gazeux, donc sans contour défini. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire plus éloigné de ce qu'on peut imaginer comme un être avec qui on va parler. Mais si je me souviens bien, il n'y a pas de rencontre, ils sont dans un univers parallèle, et donc là, il n'y a pas contact. En fait, les extraterrestres sont souvent de 3 formes, que ce soit dans le cinéma ou la littérature. C'est parfois compliqué d'inventer des extraterrestres, ou la forme humanoïde, donc verte, grise, etc., selon les modes évidemment du cinéma, ou des formes insectoïdes, crustacées. Par exemple, on peut réfléchir à Alien, bien évidemment, ou encore des formes sans forme, c'est-à-dire à l'état gazeux, sous la forme de brouillard, sous la forme de blob. Nous en avons parlé hier avec
Audrey Dussault-Tours, voyez. Donc ça reste quand même, on a presque une imagination un petit peu limitée concernant ces extraterrestres. Alors justement, Nathalie, par rapport à cela, la possibilité en fait de la découverte d'autres de vie dans l'univers semble aujourd'hui on va dire quelque chose de très plausible dans le monde scientifique. Moi, je discute souvent avec des exobiologistes, par exemple. Et comment est-ce qu'on est passé finalement du paradoxe de Fermi à cette hypothèse qui est quasiment certaine dans le monde scientifique? Et peut-être à quel type de vie risquons-nous d'être en contact? Alors moi, je ne suis pas exobiologiste, hein, mais en fait, ce qui se passe, c'est que si on... Alors, je vais donner des chiffres. Allez, dans l'univers observable, on va dire qu'il y a 10 puissance 12 galaxies, donc des millions de galaxies, de l'ordre de. Dans chaque galaxie, il y a 10 puissance 11 étoiles, donc des centaines de milliards d'étoiles par galaxie. Donc je mets tout ça ensemble, hop, 10 puissance 24, ça fait des millions de milliards d'étoiles. On sait maintenant, depuis qu'on a découvert la première exoplanète en 95, on sait maintenant, on a observé des milliers de systèmes planétaires et donc des milliers de planètes. Et donc on se dit, bah voilà, oui, le paradoxe de Fermi, c'est quelque chose. On se demande pourquoi il n'y a pas une de ces planètes où il y a une forme de vie qui aurait pu développer suffisamment de technologie pour venir nous voir. Il y a plein de réponses à ça. Mais donc la possibilité existe vraiment, les chiffres sont vertigineux. On est en train de parler de plusieurs millions, de milliards de possibles mondes habités. Alors le truc, c'est que nous, humains, on n'a qu'un système qu'on a pu étudier, pas encore in extenso, mais on s'y attaque. C'est le nôtre. Et du coup, on était vraiment en méthode inductive, c'est-à-dire qu'on n'en avait qu'un sous les yeux. Et donc, on s'est dit, bah voilà, alors il y a des planètes rocheuses, elles sont plutôt dans cette gamme de distance de leur étoile. Il y a des géantes gazeuses, elles sont plutôt là et là, plutôt à telle température, etc., etc. Et depuis qu'on observe tous ces systèmes d'exoplanètes, en fait, ça nous a ouvert totalement des horizons. On parle de Jupiter chaude, donc des planètes qui ne sont pas à la température à laquelle on les attend. On trouve des planètes autour d'étoiles dont, comme ça, on aurait dit spontanément, non, celle-là, c'est même pas la peine d'aller regarder. On trouve des planètes rocheuses très près de leur étoile. Donc, on a un univers des possibles incroyable qui s'est ouvert. Et alors, comment on cherche la vie dans tout ça? Alors, tout ça, c'est très, 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 très loin. Donc on ne va pas parler de contact en termes de science, on va plutôt parler d'essayer de voir la vie. Alors encore une fois, c'est loin. On a quand même des instruments extraordinaires, comme par exemple le télescope spatial James Webb, qui permet de faire de la spectroscopie des atmosphères des exoplanètes. Et donc ça va nous permettre de voir s'il y a des planètes où il y aurait la chimie, comment on dit, la précurtrice, non, précurseur, même si c'est de la chimie, de la vie. Donc chercher déjà de l'eau, chercher des molécules complexes, ce genre de choses. Mais encore une fois, là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on cherche ce qu'on connaît. Là, je dis, je cherche de l'eau, mais je sais pas, peut-être que les nuages d'Asimov, c'était de l'azote pur et c'était pas H2O. Enfin, j'en sais rien, moi. Donc, il faut rester l'esprit très, 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 très ouvert. Oui, gardons l'esprit ouvert. Voilà. C'est d'ailleurs, voyez, ce qui est quand même symptomatique par rapport à la science, c'est qu'on est passé de la notion de croyance. Je crois finalement qu'il y a une vie dans l'univers, à peut-être une possibilité statistique. Vous voyez, donc ça change un petit peu la donne, effectivement, par rapport justement à cette appréhension, on va dire, de la vie. Alors Audrey, dans votre roman, que je trouve assez incroyable pour un lecteur de science-fiction, avec Rossignol, en fait, vous avez essayé de créer une vie extraterrestre qui est foisonnante, hybride, diverse. Et ce roman, eh bien, il a l'ambition, en fait, de présenter une xénopensée. Alors un petit peu comme Ted Chiang finalement dans sa novella donc l'histoire de ta vie. Et donc, est-ce que l'enjeu de ce roman, c'était vraiment de comprendre l'altérité dans toute sa profondeur pour essayer d'éviter les conflits? Voilà, quelle était finalement votre ligne d'exploration dans ce roman? Alors déjà je m'excuse pour ma voix, pardon, je suis en train de perdre ma voix, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé cette nuit, c'est pas du tout à cause du karaoké hier au lieu unique.
Mais d'ailleurs, j'ai des extraterrestres nuages dans des bulles dans mon roman. Je les ai ceux-là aussi. Alors, c'est assez rigolo parce que, oui, donc dans Rossignol, je suis sûre que vous l'avez tous et toutes lu ici, donc je vais pouvoir spoiler à fond. Et si vous l'avez pas lu, je suis en dédicace à 13h à la librairie. Donc, bon, je dis quand même pour les 2-3 personnes qui l'ont pas lu. Donc, j'ai sur une station spatiale loin dans le futur de très très nombreuses espèces non humaines, je dis même plus extraterrestres parce qu'on n'a plus la mention de la Terre, on n'a même plus le souvenir de la Terre. Les planètes humaines ont d'autres noms, c'est d'autres planètes. Et en fait, il y a également peut-être une quarantaine d'espèces non humaines et de nombreux individus hybrides parce qu'il y a eu hybridation entre espèces. Et c'est rigolo parce que dans le thème Nous venons en paix, moi, l'hybridation est venue de la guerre. Et la première rencontre de toutes ces espèces entre elles, c'est fait par des siècles et des siècles de guerres en fait intergalactiques intenses qui sont venus en fait à la création de ces soldats hybrides et donc finalement à cette rencontre à un autre niveau beaucoup plus profond qui a donné lieu à ma station dans Rossignol. Et c'est vrai que les personnes qui me disent que Rossignol, c'est effectivement des personnes qui, malgré leurs différences, qui a des frictions à cause de leurs différences, etc. Et en fait, moi, ce que j'ai voulu aussi montrer, c'est qu'ils construisent la station et ils construisent cette méta-civilisation interespèce sur du commun, pas sur de l'altérité en fait, pas sur de la différence, mais sur ce qu'ils ont en commun. Et il y a aussi c'est un peu l'enjeu quand on cherche des formes de vie dans l'univers, on cherche une intelligence non humaine, donc on cherche du commun aussi avec nous, on cherche avec qui on pourrait communiquer. Communiquer, c'est mettre en commun. Et ça veut également dire dans son étymologie participer à. Donc en fait, on est sur bâtir la paix sur ce qu'on a de commun ensemble. Alors évidemment, l'expression de ce qu'on a en commun le plus fort, c'est qu'on est des expressions de la vie sous différentes formes, parfois très très éloignées. Mais ça reste un commun. Et dans la station, on est presque un entre-soi parce que je dis qu'il y a tellement d'espèces non humaines qu'il y en a même qui sont avec des particularités biologiques qui font qu'elles peuvent pas vivre sur la station parce qu'elles pourraient pas participer à cette société, parce que là, pour le coup, la différence est tellement importante qu'on la station est plus sur un entre-soi d'une quarantaine d'espèces et les autres sont en périphérie et font peut-être d'autres formes de société, etc. Donc, c'est la différence. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, voilà, on bâtit, enfin, le désir de paix, nous venons en paix, le désir de paix, il vient parce qu'on reconnaît en l'autre quelque chose de commun. Et après, on construit cette paix et on évite tous les écueils, des conflits, des frictions, etc. Parce qu'on connaît la différence de l'autre. Et on arrive, malgré les différences, les différents besoins, à toujours ramener et à mettre en premier le plus important, c'est la similarité, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que Rossignol, c'était un peu ça, c'était montré. Enfin, tout le monde arrive en me disant c'est un grand roman de la différence. Et moi, c'est un grand roman en fait du commun et de ce qu'on arrive à construire ensemble, des formes de filiation, d'amitié, d'amour, d'enjeux juste d'apprécier la vie ensemble. Voilà, c'est ça l'enjeu que j'avais eu quand je l'avais écrit. Et juste, je rajoute une toute petite question. Est-ce que c'est facile, finalement, pour un auteur d'échapper à l'anthropomorphisme quand on crée des extraterrestres? Je pourrais poser Laurent, tu pourras répondre à cette question après, parce que ça, c'est très difficile. Ouais. Hein. Je pense qu'à ce moment-là, je sais pas pour Laurent, mais moi, je devais presque me dédoubler. Je faisais d'ailleurs spontanément mes formes de vie non humaine. Et j'ai besoin que mon personnage humain, il ait une interaction, donc j'ai besoin qu'il y ait une voix, j'ai besoin qu'il regarde dans les yeux, j'ai besoin qu'il ait quelqu'un à sa hauteur, j'ai besoin qu'il ait quelqu'un qui puisse hocher la tête. Alors j'ai dû me dire non, il va pas hocher la tête pour acquiescer à quelque chose. J'avais besoin aussi de quelqu'un qui, par exemple, vit dans la même temporalité. J'ai des espèces sur la station qui vivent comme des humains 70 ans, d'autres qui vont vivre 400, et j'ai des espèces qui vivent 3 jours. Et comment on interagit avec quelqu'un dont la vie dure 3 jours par rapport à notre vie. Et donc, en fait, j'avais un sorte de système où j'écrivais, je faisais mes différentes espèces. Et puis après, j'avais moi en contrôle qui arrivait avec l'œil critique de non, deux bras, 2 jambes, c'est trop anthropomorphe. Non, ça marche pas. Non, il va pas acquiescer, il va faire autre chose. Mais je m'auto-corrigeais sur un deuxième
un deuxième temps en fait de relecture, parce que la tendance, trop facilement on glisse sur ça, parce qu'on a des impératifs aussi d'interaction, quoi. Ouais, complètement. Tu parles de commun, c'est exactement ça. Pour avoir le commun, il faut avoir des sortes de fenêtres de compréhension et d'interaction, de possibilités d'interaction. Et en fait, c'est sur plein de niveaux, c'est toutes les couches de réalité. Ça va de la couche physique, donc même temporalité, biologique. Faut éviter, par exemple, quand on rentre au contact de l'alien, que l'alien n'explose pas, par exemple. Ce genre de choses toutes bêtes, mais ça peut arriver tant qu'on n'a pas testé. Et puis voilà, jusqu'à la culture, jusqu'aux couches de réalité les plus abstraites. Mais et voilà. Et en fait, effectivement, on est confronté à cette espèce de paradoxe qu'on représente l'altérité tout en faisant commun, tout en étant capable quand même de communiquer, donc de faire commun. Oui, et puis c'est ce qui est peut-être aussi compliqué, on y pense souvent, Wells y a pensé dans La Guerre des mondes, par exemple, ou évidemment Bradbury dans Chroniques martiennes, c'est est-ce que nous ne sommes pas des dangers, en fait, pour une vie extraterrestre, parce que nous avons pour moitié des bactéries par rapport à nos cellules dans le corps, c'est-à-dire est-ce que l'humain n'est pas un danger potentiel pour une vie extraterrestre aussi? Moi, j'ai une forme d'intelligence extraterrestre, c'est des ondes. En fait. Et ils flippent qu'un jour, par erreur, on détruise sans faire exprès la zone d'où ils émettent, parce que c'est un peu leur vie, en fait. Et c'est un peu leur crainte, c'est qu'on arrive à faire ça sans faire exprès, vraiment. Très bien. Laurent, alors Laurent, justement, ce thème du monde extraterrestre, de ses habitants, de nos rapports avec eux, en fait, il me semble que c'est au cœur, en fait, de ton œuvre et de tes cycles. Exploration, communication, exploitation, colonisation. Point d'interrogation, comment l'humain dans la fiction, en fait, envisage peut-être la relation avec l'extraterrestre tel qu'il soit. Est-ce qu'on dépassera, en fait, un jour, peut-être ce désir toujours présent d'exploitation, de s'accaparer peut-être d'un monde ou une planète? Alors, en fait, moi, j'ai une vision de romancier, donc j'ai un point de vue. Ça me donne un point de vue sur l'alien. Et en fait, quand je donne mon point de vue d'alien, c'est en creux un regard aussi sur l'humanité, et là, là, il y a la puissance métaphorique de l'alien qu'il ne faut pas négliger, et je le dis d'autant plus que je suis très attaché au fait que la science-fiction, elle produit des objets qui vivent en eux, et qui ne sont pas que des métaphores. Mais il y a néanmoins un aspect métaphorique, et clairement, quand on crée un alien, chaque auteur met aussi sa vision de l'humanité et du reste du monde, en fait, de la façon dont on interagit avec le monde. Si on développe les aliens, des aliens belliqueux qui viennent nous envahir ou qu'on vient envahir et qu'on a des rapports de domination pure, c'est aussi une façon de dire on est dans un monde de domination, point barre. On peut envisager les choses différemment et rentrer dans une complexité et de dire que, par exemple, au lieu de dire mais comment garantir la paix, par exemple vis-à-vis des aliens, mais en fait, en réalité, dans tout rapport, il y a une notion de temporalité. Le problème n'est pas forcément d'être dans la paix à un instant T, mais d'être dans la paix dans la durée. En fait, c'est ça qui compte. C'est comment être par exemple, quand on me pose la question, mais comment être dans la paix, je dis mais pour combien de temps? Sous quelles conditions? Ça veut dire créer un espace de droit, par exemple, et ça fait intervenir des tas de choses hyper intéressantes. Et pour juste reboucler par rapport à ça, par rapport à la question du début, c'est moi je crée mes aliens en fonction de l'expérience de pensée que ça me permet. Et un alien n'est jamais aussi intéressant que quand on l'intègre dans une expérience de pensée qui concerne le monde entier. C'est intéressant, par exemple, une espèce que j'avais imaginée, qui est une espèce extrêmement individualiste, beaucoup plus que les humains. Parce que souvent, dans la science-fiction, on représente les humains. Une de ses caractéristiques supérieures par rapport à d'autres espèces, c'est qu'elle a une individualité plus forte, etc. Moi, non. En général, dans les extraterrestres que je présente dans mes romans, l'humanité a rien de spécifique par rapport aux autres espèces. Elle est supérieure en rien.
en fait. Elle n'est pas plus intelligente, des fois elle est même souvent moins. Elle n'est pas plus technologique, elle est des fois moins, des fois plus, des fois moins, etc. Elle se mêle dans le grand tout de la diversité de la vie dans l'univers et dans la galaxie. Donc la façon dont on crée le bestiaire extraterrestre, on va dire, ou la communauté extraterrestre, c'est ça qui va représenter les rapports que soi-même on a au reste du monde, en fait. Je voulais rebondir sur la question de la temporalité, parce qu'encore une fois, par rapport à la phrase « nous venons en paix », c'est la première phrase qu'on prononcerait ou qu'on écrirait ou qu'on transmettrait ou qu'on traduirait quand on rencontrerait une civilisation, une intelligence non humaine quelque part dans l'univers. Et ça peut être la première intention qu'on a, pour de vrai. Mais après, dans la temporalité, pourrait y avoir d'autres enjeux. Je pense toujours dans le film Avatar, on voit le moment où la méchante entreprise exploite la planète et combat les navis parce qu'ils ont découvert une source d'énergie qui permettrait à la Terre de régler la question énergétique et la crise écologique. Mais ils sont probablement arrivés d'abord en disant « nous venons en paix », et puis on voit il y a Sigourney Weaver qui d'abord a installé une petite colonie, puis qui a traduit, qui a créé les avatars, qui a essayé de leur enseigner la langue, etc. Donc il y a d'abord eu de la paix et un échange. Et après, on a vu qu'il y avait un autre enjeu qui était sur l'énergie. Dans le deuxième film, je vous spoile pas, mais qui est un autre enjeu qui est encore plus puissant parce que moralement il est encore plus fort. Et voilà, il y a la question de si on commence à arriver sur une autre planète, une autre civilisation, on pourrait voir ce qu'ils ont peut-être pas à offrir, mais ce qu'on pourrait prendre d'eux, comment ça répondrait par rapport à nos enjeux si on trouvait la source de la vie éternelle. Si des aliens arrivent aujourd'hui sur Terre et ils se rendent compte qu'ici on fait du café, du chocolat et de l'aligot, ils pourraient être peut-être en train de se dire, ils commencent en disant nous venons en paix, puis 2 secondes après ils disent voilà, filez-nous toutes vos ressources. Voilà, si vous voulez, il y a le chocolat et l'aligot, j'ai bien noté. Le café, mon premier, mais voilà. Et puis, on dirait, on vous donne des plans et puis vous allez les acclimater sur votre planète dans vos vaisseaux. Mais voilà, c'est dans le film Oblivion avec Tom Cruise, où il y a également qui viennent chercher notre eau. Enfin, il y a aussi la question de la rareté de l'eau dans l'univers et que potentiellement on est assis sur un tas d'or liquide. Enfin, pas assis, mais sur des îlots sur un tas d'or liquide. Donc voilà, donc il y a la question du nous venons en paix. Ça peut être la première intention. Je ne sais pas si c'est noté dans le traité de l'espace de 67 qu'il y aurait il y a l'attention non belliqueuse de l'exploration spatiale, en tout cas. Voilà, mais est-ce qu'on tiendrait longtemps face à d'autres enjeux? Et peut-être en face, ils pourraient soit venir en paix, soit nous accueillir en paix. Est-ce que ça tiendrait longtemps face à d'autres enjeux, en fait? Oui, alors c'est une très bonne question. Ça me permet de faire le lien avec ma prochaine question pour Nathalie, parce que justement, parfois, le cinéma oppose les scientifiques, les militaires, ceux qui ont un intérêt en fait économique à l'arrivée des aliens. Alors, si justement l'avancée scientifique supposée des formes de vie, on l'a déjà vu, aujourd'hui elle est plausible, mais si elle existait finalement, comment réagirait la communauté scientifique terrienne? Moi, c'est souvent une question que je me suis posée. Est-ce que ce serait un rêve, comme dans de nombreuses œuvres cinématographiques ou littéraires, plutôt cinéma d'ailleurs, ou voilà, comment gèrent les scientifiques? Alors en fait, pour rebondir sur ce que disait Audrey, moi si on me colle dans un vaisseau spatial et qu'on m'envoie rencontrer quoi que ce soit, je suis comme Laurent, alors moi n'importe quoi, moi je pense que je considère le nous venons en paix, c'est bon, ça y est, c'est fait, c'est acquis, je viens avec une tonne de questions, et donc là le dialogue il est obligé de s'engager. Alors moi j'ai des spins qui tournent comme ça, les tiens ils tournent comment sont tes atomes, donc de toute façon nous on aura une temporalité qui dépendrait de notre capacité à aligner nos discours scientifiques, je pense, et ça peut prendre du temps. Donc évidemment, je ne demanderai que ça. Alors ça fait un peu écho à la question précédente du paradoxe de Fermi, c'est-à-dire pourquoi, si ces aliens sont technologiquement si avancés, ils ne sont pas encore venus, est-ce qu'on aura une possibilité d'aller les voir, etc. Comme je disais, il y a énormément de possibles. Pourquoi pas des aliens qui sont capables d'explorer l'univers. Pour l'instant, on connaît une seule espèce qui explore l'univers, c'est nous. Bon, on va pas très très loin, on fait ce qu'on peut. Mais donc c'est pareil, et du coup, on ne peut décrire que ce qu'on connaît, alors à l'imaginaire près, bien sûr.
Et donc, on projette les limites qu'on rencontre, nous, dans nos développements technologiques sur les éventuelles limites des aliens. Mais pourquoi ils en auraient, pourquoi ils n'en auraient pas? Après, ils ont peut-être d'autres préoccupations. Il y a une table ronde que j'ai adorée avant-hier, qui était sur les vaisseaux générationnels. Et une des conclusions de la table ronde était que peut-être qu'on saura faire, ou peut-être qu'il y a des civilisations qui savent faire, mais il y a peut-être d'autres enjeux, comme des enjeux philosophiques ou éthiques, qui font qu'on ne le fait pas, on ne voyage pas. Donc c'est un peu plus complexe que juste la possibilité de pouvoir y aller. Maintenant, qu'est-ce que moi, en tant que scientifique, j'adorerais rencontrer? Il se trouve que, alors je suis physicienne des particules, et là on est dans un état de l'histoire de la physique des particules qui est un petit peu bizarre. Donc on a une théorie absolument extraordinaire, qui est une construction intellectuelle qui s'appelle le modèle standard de la physique des particules, qui est génial, on ne peut pas dire autrement. C'est-à-dire toutes les prédictions qu'on fait avec ce modèle, ça colle avec les observations expérimentales, et sauf qu'il est complet. Donc la dernière particule qui manquait, c'est le boson de Higgs qu'on a découvert en 2012. Il est robuste, il n'y a rien à... Enfin, bref, il résiste à toutes les attaques expérimentales Et brillamment, ce super modèle standard explique 5% du contenu en énergie de l'univers, d'où une énorme frustration. Le problème, c'est qu'on n'a pour l'instant aucune indication théorique de là où chercher pour dépasser le modèle standard. Et moi, j'en viens à penser que ce qu'il nous faut peut-être, c'est un nouvel Einstein. Einstein, au début du siècle précédent, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un pas de côté monstrueux. Il est passé de la physique classique à la mécanique quantique et à la relativité. Donc, il a regardé vraiment les choses différemment. Donc, moi, je me dis, j'adorerais qu'il y ait des aliens vraiment très aliens, y compris dans leur mode de pensée, qui est donc une science complètement différente de la mienne, et qui, du coup, pourrait me permettre de faire ce pas de côté qu'on appelle tous, que pour l'instant, on ne voit pas, et qui pourrait peut-être nous permettre, enfin sûrement de toute façon, d'enrichir notre système scientifique et donc de nous donner des réponses. Et ça, ce serait absolument extraordinaire. On peut même penser plus loin que ça. Moi, je suis une farouche supportrice des maths. Enfin, les maths, c'est le langage de l'univers. C'est pas moi qui le dis, c'est Galilée. Donc pour moi, les maths, c'est intrinsèquement lié à l'univers. Mais pourquoi ne pas imaginer des aliens qui n'auraient pas de maths? Alors personnellement, je dis ça, je prends des vapeurs, mais pourquoi pas? Mais quel monde idéal! Ah non, pas idéal du tout. Pour moi, c'est un cauchemar. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, pour les écoliers, c'est génial. Pour les écoliers, c'est génial. Mais du coup, ce serait forcément une pensée, une modélisation de l'univers différente de la nôtre, et ce serait extraordinairement enrichissant. Alors, c'est mal parti parce que je crois que dans la plaque en or gravée qu'on a envoyée là sur nos sondes, on leur a envoyé un problème de maths. Alors, pour voir si justement, en disant c'est le langage de l'univers, donc ils vont comprendre, et ils vont nous le répondre comme ça. Alors, il n'y a pas que ça sur la plaque. Oui, heureusement, il n'y a pas que ça. Il y a les Beatles aussi. Mais et il y a nous. Alors, il se trouve que je fais partie d'un projet. Si je peux prendre encore la parole quelques minutes, je fais partie d'un projet qui s'appelle Sanctuary, dans lequel il y a d'éminents chercheurs comme Roland Lehoucq, par exemple, que vous n'êtes pas sans connaître ici. Et ce projet, c'est un projet d'utiliser la Lune comme une archive. Donc on va aller y déposer des disques en saphir. Alors un disque en saphir de 10 cm, et j'ai oublié les chiffres, mais c'est des milliards de pixels sur chaque disque. Et donc on a décidé de voir ça un peu. Alors c'est un peu une time capsule qu'on irait poser sur la Lune, parce que la Lune n'a pas d'atmosphère, pas de sismologie ni rien, donc tout ce qu'on y pose, ça y reste, c'est pas altéré. Et puis on peut voir ça comme un message pour des aliens qui viendraient nous visiter. Ça peut aussi être une autre sorte d'aliens, nos petits enfants, qui seront forcément différents de nous, donc une autre forme d'alien. Et dedans, on a essayé de mettre des petites fables, de l'art, du rire, du mouvement, du jeu, de la science, etc. Alors, à un moment, il faut avoir des yeux ou un truc qui puisse décrypter quelque chose de visuel, parce que ça reste des points blancs et des points noirs. Et ce qu'on a mis pour aller au-delà je rebondis sur ce que tu disais, et on a mis dessus aussi sur 10 disques, donc 5 disques chacun, un génome complet d'un homme et d'une femme. Ce qui peut faire penser que si les aliens sont technologiquement avancés, ils peuvent se jouer Jurassic Park. Oui, c'est ce que je dis. Moi, tout de suite, ça me fait, en tant qu'écrivaine de SF, ça me fait flipper. Je me dis, on leur en dit peut-être un peu beaucoup. C'est comme quand on envoie sur la sonde, on leur donne la position de notre planète, en disant venez, on est là. Non, peut-être. Alors nous, on pose sur la Lune, donc notre planète est assez. S'ils arrivent sur la Lune, ils sont déjà vraiment pas loin, donc c'est déjà foutu.
déjà mort. Alors, justement, Audrey, finalement, là, ce que vous exprimez, quelque part, c'est un peu quand même la peur qu'on peut avoir des extraterrestres, qui rejoint bien évidemment la peur de l'altérité. Et en quoi, justement, le récit de science-fiction peut nous aider à envisager une société hybride pacifique? Alors, vous avez un petit peu répondu quand même tout à l'heure, mais est-ce que finalement, la représentation de l'imaginaire peut influencer un peu finalement notre réalité? Parce que voilà, alors la question que je pose à travers peut-être cette multiplicité de questions, c'est comment communiquer aussi avec avec des extraterrestres, parce que la science-fiction elle essaie de nous donner des réponses, mais on n'a pas vraiment de réponse. Et pareil pour Laurence, ça pourrait être aussi, c'est quand même un biais, la communication avec les extraterrestres, ça pourrait quand même poser un problème majeur, quoi. Les deux, allez-y. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie aussi. La communication entre l'humanité et l'alien. Alors moi, j'avais un peu botté en touche, en gros lâche que je suis, parce que dans la plupart de mes romans et nouvelles, en fait, le contact est déjà fait. Donc on a déjà des protocoles et le langage s'est déjà enclenché. Mais il y a des linguistes qui se sont penchés. Il y a un essai dans Parallax chez Obélial qui parle de comment parler à un alien. Là, c'est plutôt, oui, voilà, et du mode de contact. Donc, c'est plutôt du langage incrémental où on va, voilà, pour le coup, passer par les maths d'abord, et puis l'identification, etc. Bon, il y a tout un protocole qui se tient complètement. Voilà. Je me rappelle même plus de la question, tellement je me suis perdu dans mes explications. C'est sur la communication. Et pour Audrey, c'était en fait l'être humain est-il capable finalement à votre avis, de dépasser sa peur de l'altérité? C'était ça la question. C'est ça les deux questions. Oui. Sur la question de la communication, on citait l'histoire de ta vie de Ted Chiang. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est ça que je trouvais génial, c'est que et je sais plus si je l'avais vu le film. Désolé. Le film Premier Contact. Mais il y a cette scène géniale où l'armée américaine dit vous devez leur demander quelles sont vos intentions envers la Terre. Point d'interrogation. Et elle dit qu'il n'y a pas de langage qui est juste un langage comme ça qu'on traduit. Derrière, il y a les intentions. Est-ce qu'ils ont une conscience d'avoir un projet, une intention? Est-ce qu'ils ont des consciences de ce qu'est une question, donc le point d'interrogation? Est-ce qu'ils sont un vous ou un je? Est-ce qu'ils ont une conscience individuelle ou pas? Donc, dès qu'on est sur de la communication, on peut pas communiquer si on ne sait pas avant la forme d'intelligence et de société qu'a le communicant. Et des deux côtés. C'est vrai que dans Rossignol, moi j'ai un peu botté en touche aussi sur certaines choses. Mais après j'ai 130 pages, hein, donc à un moment j'ai épuré. Il communique pas. Enfin, j'ai un système de traduction comme on a dans plein de films de SF, le traducteur universel qu'on a, qui peut être un symbiote dans Farscape ou qu'on met dans l'oreille, d'autres choses. Mais là il y avait la question de comment on communique. Alors il y a la voix, donc il y a toutes les questions de est-ce qu'on peut entendre le même spectre sonore, etc. Il y avait toute la communication des gestes. Il y a des aliens qui communiquent par les couleurs que prennent leur peau en fonction de certaines choses. Donc la communication non verbale, la communication non violente. Voilà, donc on revient sur des trucs qu'on commence à travailler chez les humains. Mais voilà, il y avait tout ça. Et bon, techniquement, à un moment, pour communiquer aussi rapidement et avec autant de fluidité, il faudra peut-être passer par les IA pour décrypter rapido tous ces milliers de signaux en fait qui sont dans la communication. Mais comprendre aussi, voilà, est-ce qu'il y a un esprit de ruche en face de nous? Est-ce qu'il y a des questions de temporalité? Est-ce qu'ils ont une conscience du passé, du présent, du futur? Je renvoie à l'histoire de ta vie, encore une fois. Donc, en fait, voilà, le langage, c'est avant tout, il faudra d'abord bien décrypter les formes d'intelligence, et après on aura le langage, et pas d'abord le langage pour comprendre. Enfin, ça va tout se mélanger, ça va tous être en même temps, ça va être glorieux, ça va être génial. Mais oui, c'est une problématique qui titille la SF depuis quasiment les origines, hein. Depuis Ronnie est né, depuis la mort de la Terre. On a le problème de communication en fait entre les règnes et c'est des quasi extraterrestres, on va dire, puisque c'est les successeurs de la vie humaine. Les ferromagnétos. Les ferromagnétos, voilà. Et mais même dans par exemple le To Serve Man, la nouvelle qui a été adaptée dans Twilight Zone, avec un peuple qui se présente, qui offre des cadeaux, etc. Et puis un livre. Et on a déchiffré que le titre qui s'appelle To Serve Man. Alors c'est super, hein, servir l'homme. Donc en plus avec des aliens qui arrivent avec des cadeaux, puis en fait il s'avère être que c'est un livre de cuisine.
Enfin, donc effectivement, le langage est important. Voilà. Ouais. Donc c'est dans les tuyaux de la science-fiction depuis quasiment un siècle en fait, cette thématique. Oui, puis quelque part ça nous renvoie aussi au fait que est-ce que nous avons déjà pu communiquer avec tous les différents groupes humains de notre propre planète? Est-ce que nous sommes capables de communiquer avec eux? Est-ce que certains, par exemple, certains dialectes, certaines formes de langage sur la planète n'ont pas tout à fait le même rapport au temps? Donc en fait, la science-fiction, elle explore aussi ça. Il y a la question de est-ce qu'on est capable de communiquer avec toutes les formes de vie sur notre planète? Bon, on sait que les baleines ont un langage, on sait que les abeilles ont un langage dans leur danse. Au final, si on veut bosser un peu, faire nos devoirs en amont est-ce qu'on arrivera à communiquer avec une intelligence alien, peut-être qu'on pourrait s'entraîner un peu. Alors après, il y a d'autres tables rondes là sur les interespèces, la communication interespèces sur Terre, mais on pourrait peut-être commencer à bosser sur ça. Oui, parce que la communication, par exemple, avec les fourmis a déjà été un petit peu explorée par Bernard Werber, par exemple, mais ce serait déjà un très bon exercice d'essayer de communiquer avec des êtres qui, pour nous, n'ont pas forcément beaucoup d'importance, mais qui sont quand même bien présents sur la Terre et qui partagent la planète avec nous. Oui, le règne animal donne un bon exemple de comment certains animaux qui ont des couleurs dans le spectre ultraviolet, donc on ne voit pas, etc. Ça permet, en fait, le monde animal et végétal nous met dans font éclater des barrières qui n'étaient pas forcément visibles dans la réalité, et c'est ce que fait la SF aussi, à travers l'expérience de pensée, qui n'est pas forcément reliée à la réalité, donc on n'est pas forcément relié à la nature, mais offre des limites. Par exemple, un des extraterrestres rigolos dans la SF, c'est les Fnédoles de Stéphane Wull dans No, qui est une espèce, en fait c'est des sortes de limaces. Et individuellement, ces limaces, elles sont bêtes comme leurs pieds, comme une limace. Et par contre, quand il y en a 2, 3 qui s'agglomèrent, elles vont se connecter et elles vont devenir un peu plus intelligentes. Donc les nédoles, qui sont les limaces, quand elles s'agglomèrent, ça commence à devenir des fnédoles, donc le pluriel de nédole. Et un fnédole qui a la taille d'un chien, il a à peu près l'intelligence d'un chien. C'est arithmétique, on va dire, la progression de l'intelligence. Et ça se constitue comme un cerveau va se constituer finalement à force de... Et en fait, on voit le connectome avec des sortes de petits filaments qui vont interpénétrer ces organismes-là, qui sont très simples à la base. Et les humains interagissent avec des fnédoles à peu près de taille humaine et d'intelligence humaine. Et ça s'arrête là. Et le narrateur se demande un moment, et il se dit dans un moment où il est un peu saoul, et il imagine avec terreur un fnédole de la taille d'une montagne qui ne ferait qu'une bouchée de l'humanité. Et là, on a une expérience de pensée intéressante. Il ne va pas jusqu'au bout parce que c'est juste une réflexion de l'humanité. Donc, il ne met pas à l'épreuve de la réalité dans sa fiction, mais n'empêche qu'on a une expérience de pensée hyper intéressante. Qu'est-ce qui se passe? Surtout que le livre a été écrit au milieu des années 70, l'exobiologie n'existait pas encore, les études sur le langage étaient encore assez primitives en fait, par rapport à aujourd'hui où on s'interroge justement sur les langages extraterrestres, ça n'existait pas du tout. Et là on a une vraie expérience de pensée très novatrice à l'époque et qui met le lecteur dans un état de se dire ah ça y est, là voilà un exemple de limite. Tiens, l'intelligence est une limite en soi. Et fait partie des problématiques du langage. Et alors, du côté de la science, Nathalie, on a parlé de la fameuse plaque qui avait été envoyée donc dans l'espace, mais on était dans les années 70, il me semble, 1975 ou 1978. Est-ce que en science, dans le domaine scientifique, on a essayé finalement peut-être de se dire on va renvoyer quelque chose dans l'espace pour communiquer? Est-ce que c'est en projet? Le projet dont je parle va être envoyé sur la Lune l'année prochaine, probablement par une fusée de la NASA. Alors il a ses limites, mais il a ses qualités. Et on a essayé de représenter l'humain dans ce qu'il a de scientifique, donc le génome, donc les tenants de Jurassic Park, bouchez vos oreilles. On a aussi, donc j'ai dit, mis de l'art, mais aussi tout ce qu'on savait à un instant donné de la science, tout ce que nous, le petit groupe qui travaillons, c'est de la science. Donc ça n'a évidemment
on cherche pas à être exhaustif ni rien, mais enfin c'est un message un peu plus complet que ce qui avait pu être fait et qui est donc là destiné à la Lune. Alors je ne sais pas si on a envoyé d'autres choses. Sur les sondes qui sont destinées à sortir du système, donc les Pioneers et les Voyagers, il y a des petites cartes d'identité. Mais par contre, on écoute beaucoup. En particulier en radio, on a des gigantesques télescopes, radioscopes qui écoutent. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a personne. Mais bon, pas dans ces fréquences. Mais c'est une possibilité qu'il n'y ait personne aussi. Voilà, il n'y a peut-être pas de plan B et pas de... Moi, je trouve ça, d'un côté, épouvantablement triste, et puis surtout tellement... anthropocentré, c'est affreux, quoi. Je suis spécial, je suis le centre de l'univers. C'est horrible. On a un peu un ego, là, pour le coup. Voilà. Par rapport à la question de est-ce qu'on est condamné finalement à faire la guerre, en fait, si on rencontre parce que c'est la question d'il y a 15 minutes, je suis désolée, j'avais pas répondu. Encore une fois, ce serait sur les questions et de... Moi, je pense, parce qu'on disait qu'est-ce qui se passe sur Terre actuellement par rapport à la communication avec le règne animal, etc. Mais il y a pas mal de questions de est-ce qu'on peut aller faire la paix si même entre nous on n'a pas réussi. Est-ce qu'on a cette notion déjà de paix ancrée en nous entre humains? Bon, spoiler alerte, non. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait après la porter avec nous sur une exploration spatiale, sur des rencontres avec d'autres formes de vie? Voilà, moi je pense que tant qu'on n'a pas réglé cette question, et encore une fois c'est une question d'enjeu également, si on rencontre là-bas des choses qui répondent à des enjeux trop importants pour nous sur l'énergie, voilà. Il y a des récits de SF où on a l'impression qu'on a pu y aller en paix, parce qu'on avait sur Terre une source illimitée d'énergie, parce qu'on avait réussi à communiquer parfaitement entre nous, parce qu'on avait fait la nation terrienne. Il y a parfois dans les récits de SF, on a une nation terrienne. Et donc il y a cette notion... Un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial, voilà, c'est génial. Et donc il y a effectivement cette notion déjà de paix qui va être en nous. Et la paix, ça ne veut pas dire l'absence de conflit, c'est juste la résolution des conflits par quelque chose de positif et de non destructeur des différentes parties et des différents biens en présence. Mais c'est pas une absence de conflit, c'est la gestion du conflit d'une certaine manière. Et la guerre est la gestion des conflits d'une autre manière. Donc voilà, c'est ça. Tant qu'on n'a pas en nous cette notion-là. Et puis bon, on a également la question de si on est toujours sur un système d'exploitation, de domination, de rapport d'égo, anthropocentré. Voilà, c'est il n'y a pas que l'ego. La question des enjeux est absolument centrale. Prenons la Terre, par exemple. La Terre, il y a plein d'espèces aliens. Il y a tous les autres. Et alors, pour faire une petite boutade, moi, il me semble que l'homme n'a pas été très doué dans son nous venons en paix vis-à-vis des autres espèces. Parce que moi, il me semble que quand on rencontre une autre espèce, le plus rapidement possible, on évalue la position respective de chacun dans la chaîne alimentaire et on prend très très vite une décision qui est soit court, soit mange. Et donc, finalement, les nous venons en paix locaux sont pas... Oui, ça n'a pas forcément fonctionné. On n'a pas un bon pédigree, un bon CV sur ça. Laurent, dernière question, parce que je vois le temps qui passe et après on va laisser un petit peu de temps pour le public et les questions du public. Donc pour Laurent, en fait, moi la question c'était comment crée-t-on finalement un monde extraterrestre? Est-ce que le Space Opera ou le Planet Opera, c'est le meilleur support pour développer finalement notre curiosité, effacer la méfiance, les idées reçues? Parce qu'en se déplaçant sur une création au monde extraterrestre, justement, on gomme un petit peu cette agressivité inhérente à l'humain. Alors pour la deuxième question, le Planet Opera, l'Espace Opera, c'est un bon moyen de se mettre soi-même en décalage, de se mettre soi-même c'est plus facile de faire du relativisme quand on vient sur une autre planète et qu'on est donc soi-même alien. Et là, on peut se mettre au même niveau que les autres espèces, simplement parce qu'on est soi-même étranger, on est soi-même alien. Donc oui, pour moi, c'est un bon moyen de mettre l'humanité au même rang que les autres formes de vie. Et on peut faire, du comparatisme et se concentrer sur l'altérité et l'intérêt de l'altérité. Alors que quand on est dans des voilà, si ça se passe sur Terre, on est sur notre territoire, donc il y a à défendre, ne serait-ce que l'espace vital. Donc
on est déjà dans des biais. Et on est biaisé par des problèmes de géopolitique, de politique, de darwinisme et de darwinisme social, etc., etc. Donc oui, le Planet Opera, c'est un bon moyen. Maintenant, est-ce que pour fabriquer des mondes, en fait, il n'y a pas de recette. Clairement, c'est chaque auteur le trouve. Ça fonctionne super bien pour toi. Moi, j'ai trouvé ma propre recette et le tout, c'est de trouver sa propre recette. Mais c'est un peu comme tout. Il n'y a pas de monde idéal. Moi, j'ai tendance à fabriquer mes mondes extraterrestres et toutes les créatures qui y vivent de façon un peu, je prends l'écosystème. Enfin, j'imagine pas un extraterrestre tout seul en soi. Il fait toujours partie d'un ensemble et je l'imagine toujours avec un écosystème autour, une biosphère. Enfin, pour moi, un extraterrestre a eu sa propre évolution et je l'imagine pas en soi à un instant T, mais le résultat de milliards d'années de sa propre évolution. Et ce qui me permet du coup de faire une sorte de rétro-engineering sur l'extraterrestre et d'imaginer comment il est arrivé, comment il est ça. Et là, ça peut permettre. C'est aussi un tremplin pour imaginer de l'altérité sans en... c'est des clés pour trouver des images. Par exemple, comment représenter un alien nu sans l'animaliser, par exemple. C'est une des problématiques quand on crée un alien, moi qui m'intéresse. Et donc, comment représenter alors, c'est plus facile en littérature qu'au cinéma ou qu'en bande dessinée. On leur met pas souvent des vêtements. Non. Ouais, mais alors du coup, ça pose la question justement de l'animalité. Et dans la science-fiction, quand on voit les espèces sages, entre guillemets, elles ont des vêtements, elles ont des toges. Voilà. Et voilà, donc d'imaginer par exemple que ce soit un processus d'évolution. Moi, par exemple, dans Omal, j'imagine que des aliens qui ont des scams, en fait, qui produisent leurs propres vêtements d'une certaine manière. C'est-à-dire que leur peau est un élément de langage et ils vont sécréter des sortes de scams de chair portant différentes couleurs et différentes formes qui composent un langage et un code visuel. C'est un exemple. D'autres espèces ont des harnais sur lesquels ils portent tous leurs outils, tous leurs instruments et leurs outils, qui est une forme d'habillement, mais qui n'est pas des vêtements, qui ne cache rien. Etc., etc. On peut, voilà, et ça permet de faire un historique de l'alien. L'alien, il vient pas tout seul, il vient avec tout son passé, qui doit être compris pour comprendre l'alien. Et c'est là aussi, quand on parlait de justement nous venons en paix, je crois qu'on peut pas faire l'économie de ça sans la connaissance en fait, et donc le désir de connaissance. Et pour moi, tout ce qui porte tous mes aliens, arrivent avec un stock de connaissances à apprendre et à prendre. Très bien, merci Laurent. Ce sera le mot de la fin peut-être de notre table ronde. Et on va passer donc aux questions du public, si vous avez des questions, bien évidemment. Donc la lumière se fait. On vous voit. Monsieur, je crois, oui, on a une main qui se lève là-bas. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde déjà. Alors c'est plus une remarque qu'une question, je sais que c'est pas toujours très idéal justement, mais c'est quelque chose qu'a dit Nathalie, je crois, qui m'a beaucoup interpellée. Non, pas de panique, c'est vrai qu'on tend beaucoup à penser l'alien comme une autre forme de vie, et je trouve ça très intéressant de penser l'humain comme alien. Je pense par exemple à The Expanse ou The Undead, où en fait finalement l'humain est tellement loin géographiquement, spatialement, même dans le temps, qu'en fait son corps évolue, son langage évolue, sa technologie évolue, puisqu'en fait l'information ne circule pas assez vite. Et je trouve ça juste très intéressant en fait de penser l'humain comme en fait un futur alien par rapport à d'autres humains qui seraient peut-être restés du coup sur Terre. Ouais, alors à la volée, c'est complètement. Et il y a encore une fois, c'est toujours dans le traitement de l'auteur qui permet ça. Et par exemple, le Bene-Tleilax, qui sont des hommes à la base, enfin les humains du Bene-Tleilax sont une des formes de vie les plus étranges que j'ai pu rencontrer dans la science-fiction. Et ils sont humains pourtant. Il y a aussi dans Semailles humaines de James Blish où on dit au lieu de terraformer les planètes, on va modifier génétiquement les humains.
voilà, pour qu'ils soient la pense-permis, pour qu'ils soient donc adaptés à chaque planète. Et en fait, il y en a où ça a été fait il y a tellement longtemps que quelque part ils ont même oublié qu'ils sont issus de ça. Et des humains reviennent. Ça fait un peu l'écumène Ursula Le Guin aussi. Les humains reviennent en disant, en fait, ok, vous ressemblez, vous faites 1 mètre, vous avez 1 mètre de haut, vous ressemblez un peu à des animaux parce que ça a été adapté à cette planète qui était une jungle, mais vous êtes des humains et vous faites partie de l'humanité globale, même si, voilà, mais vous en êtes. Donc, ouais, il y a toutes ces formes-là. Et en fait, ce qui est très très drôle, c'est qu'en préparant cette table ronde, je me suis demandé par quoi je serais le plus surpris si jamais on avait toute cette capacité à voyager loin, nanana. Je crois que ce qui serait le plus surprenant, c'est qu'on passe des millénaires à pouvoir inventer les vaisseaux qui nous permettent de voyager très loin dans l'espace, etc. On débarque sur une planète, on descend, et là on voit un type en jean et basket qui nous serre la main en nous disant « Dis donc, t'as mis le temps ». Moi, je pense que le plus surprenant, ce serait de trouver un non-alien, un exactement semblable à nous, loin. Et d'arriver sur une planète avec un alien qui dit « Jésus te sauvera », je me dis « Toute ma vie, je me suis trompé ». D'autres questions? Oui, je crois au fond là-bas. Il y en avait là-bas. Bonjour à tous. Donc vous avez parlé en fait de 2 hypothèses en cas d'arrivée des aliens, donc soit trouver du commun, soit l'hostilité, mais il y a une 3e hypothèse qui n'a pas du tout été discutée, en fait, c'est l'indifférence. Imaginons que les gens, en fait, finalement, ça fasse les nouvelles pendant 1 semaine, et puis que finalement, au bout d'1 semaine, on passe à la suite, quoi. En fait, c'est dans la phrase « nous venons en paix », il y a vraiment le verbe de venir, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un intérêt. Si ça se trouve, en fait, on s'est déjà fait observer par des intelligences et ils ont juste dit bof, ou alors oh là ils sont dangereux et on les laisse tranquilles. Voilà, et c'est une possibilité. Si on vient en paix, c'est parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à construire ensemble, il y a quelque chose à apprendre l'un de l'autre. Si c'est pas en paix, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre à l'autre ou c'est une menace. Mais autant, est-ce qu'on irait si finalement il y avait une indifférence, on n'irait pas. Et si ça se trouve, voilà, on s'est déjà fait ignorer, mais ça ferait des short story. L'alien arrive, salut, bon au revoir. Et il y a une autre hypothèse, comme dans le guide du routard galactique, où en fait, non seulement ils sont venus, mais on est le fruit de leur expérience de laboratoire. Mais ça pose la question de l'intelligence, ça pose la question de la nature de l'intelligence, qui est justement la curiosité et l'indifférence. Est-ce que c'est réellement une preuve d'intelligence pour le coup? Nous, dans notre expérience humaine, par le biais humain, non. Une partie de la définition même de l'intelligence, c'est précisément d'aller vers l'autre, d'aller chercher de l'information, d'essayer d'étendre son univers mental, en fait, et d'incorporer le plus de connaissances de l'univers. Et l'indifférence ne va pas dans ce sens-là. On parlait tout à l'heure, par exemple, tout à l'heure des ressources, de la guerre des ressources. Par exemple, il y a eu effectivement tout un tas de récits au début de l'an 2000, post-2001, des récits de menaces existentielles pour les Américains de post-11 septembre, avec des invasions aliens qui passent effectivement par l'eau, etc., par des voleurs d'eau, des voleurs de trucs. Mais en fait, on se rend compte qu'en réalité, les aliens sont bien bêtes de ne pas aller sur Europe. Là, il y a de l'eau sans avoir à faire la guerre. Le monde est plus petit, donc moins la vitesse de libération. C'est idiot d'aller sur Terre pour aller prendre l'eau, alors qu'il y en a en fait plein le système solaire, les comètes, le nuage de Horst, tout est, il y a de l'eau sans avoir à aller là. En revanche, au contraire, je pense que des aliens iraient chercher des êtres, pas de l'avoir, mais de l'être, rencontrer d'autres consciences. Et il y a tout un pan de la SF qui envisage l'extraterrestre comme ne pas mourir seul, ne pas être seul. On a le temps pour une dernière question. Je crois qu'il y en avait une au fond, il me semble. En tant qu'auteur, est-ce que c'est compliqué en fait de se frotter à tous les aliens qui ont déjà été inventés? Je pense par exemple dans Rossignol, on pense très vite à Point Central dans Valérian. En tant que lecteur, mais en tant qu'auteur, est-ce que vous ne dites pas parfois ah bah non, ça a déjà été inventé, ah bah ça quelqu'un d'autre l'a fait bien mieux que moi, etc.
Alors déjà, j'ai jamais lu Point Central mais faut vraiment que je m'y mette parce qu'on sort beaucoup la référence. Alors, je sais pas si ça vaut exactement pour les aliens, mais bon, si on peut penser que Shakespeare a fait toutes les histoires d'amour et qu'il n'y a plus du tout à en écrire, ce serait un peu triste quand même. Donc non, je pense qu'on peut encore en réinventer, en re-questionner, les reprendre. On avait vraiment la vision du petit gris à une époque qui était un peu partout dans la littérature et les séries B, etc. Donc oui, on garde toujours en tête ce qui a été fait avant nous, mais on peut pas avoir non plus tout lu, tout vu, tout su, etc. Puis ça se réinvente, ça se compose. Enfin. Voilà, c'est à prendre en compte, mais il ne faut pas que ça freine à l'écriture. Puis on a d'autres messages à faire passer justement par le biais de cette rencontre alien. Alors en fait, ça a évolué. Les représentations d'aliens ont évolué, et oui, on est quand même posé sur des épaules de géants, hein, qui ont fait vraiment un sacré travail de réalisme derrière nous. On peut plus faire des aliens comme on faisait des années 50, c'est clair. L'exobiologie progresse, donc on s'appuie sur elle. Mais en fait, faut pas avoir. Moi, ça me fait pas peur dans le sens où, à partir du moment où l'extraterrestre que je crée est lié à une thématique, est lié à l'expérience de pensée que je produis, il va être différent de l'auteur d'à côté et des prédécesseurs, parce que eux, leur expérience de pensée était différente. Donc on va créer des nouvelles réactions aux situations qu'on fait, et là les possibilités sont quasi infinies. Donc il n'y a pas il y a pas à avoir peur. Par contre, effectivement, oui, je pense que c'est pour ça que je suis pour le coup pour lire un maximum de livres de SF avant d'en créer, parce que ne serait-ce que pas pour réinventer l'eau tiède, quoi, tout simplement. Bien. Alors, je vois que le temps est terminé. Vous allez pouvoir retrouver donc nos invités, Laurent Jeunefort, Audrey Pléné. Je sais pas de livre. Non, bon voilà. Alors nos invités, voilà, littéraires, évidemment en dédicace. On va les remercier. Voilà pour cette table ronde de haute volée. Merci beaucoup à vous.